Antoine Moreau n'avait jamais imaginé que 3 jours de panique absolue le mèneraient à commettre la pire erreur professionnelle de sa carrière. Le 18 juillet, à 16h30 précise, dans son bureau vitré du 18e étage de la Défense, il fixa le téléphone comme si l'appareil allait exploser. Son ex-femme venait de confirmer sa présence à la soirée de gala annuelle de Moreau Tech, accompagnée de son nouveau compagnon, un cardiologue célèbre dont le sourire parfait ornait régulièrement les magazines People. Abonnez-vous à la chaîne en laissant votre like et commentaire et allons à notre histoire. Antoine avait 35 ans, un patrimoine de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 150 employés et absolument personne pour l'accompagner à l'événement le plus important de l'année. 2 ans après le divorce, sa vie personnelle ressemblait à un désert glacé, ponctué de rendez-vous catastrophiques avec des femmes qui calculaient mentalement la valeur de son appartement avant même de commander l'apéritif. Le pavillon Dauphine était réservé depuis 6 mois. Les investisseurs internationaux avaient confirmé leur venue. Et lui, le brillant fondateur de Moreau Tech, se retrouvait pathétiquement seul face à la perspective de croiser son ex-femme triomphante au bras d'un homme qui sauvait des vies pendant qu'il écrivait du code. Les lumières de la Défense scintillaient à travers les baies vitrées, cette forêt de verre et d'acier qui pulsait d'ambition et d'argent. Antoine desserra sa cravate Hermès, sentit la migraine familière marteler ses tempes. 48 heures. Il lui restait 48 heures pour trouver une solution. Toutes les candidates de son cercle social avaient refusé ou accepté pour les mauvaises raisons, voulant poser pour les photographes, être vues à son bras comme un trophée, transformer la soirée en opportunité de networking personnel. Aucune ne voulait simplement être là, présente, authentique. C'est alors qu'il aperçut Camille Lefebvre à travers la paroi de verre, assise à son bureau impeccablement organisé, tapant sur son clavier avec cette efficacité redoutable qu'il avait appris à considérer comme allant de soi. 4 ans. Elle était sa secrétaire exécutive depuis 4 ans. Toujours à l'heure, toujours professionnelle, toujours vêtue de ses tailleurs sobres qui la rendaient presque invisible dans le décor feutré de l'entreprise. Il connaissait son prénom, évidemment. Savait qu'elle habitait quelque part en banlieue, qu'elle étudiait l'anglais le soir, qu'elle ne se plaignait jamais même quand il lui demandait de rester tard. Mais il ne la connaissait pas vraiment, réalisa-t-il soudain. Ne l'avait jamais regardée, pas vraiment. Une idée germa, terrible, pratique, désespérée. Il appuya sur l'interphone. « Camille, pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Et 30 secondes plus tard, elle entrait, carnet en main, cheveux châtains tirés en un chignon sévère, regard professionnel et attentif. 28 ans, visage aux traits fins que la neutralité professionnelle rendait indéchiffrable. Elle portait un tailleur gris anthracite qui aurait pu appartenir à n'importe qui, des chaussures plates noires, aucun bijou hormis une montre simple à son poignet gauche. Monsieur Moreau, il détestait ce monsieur. 4 ans de collaboration quotidienne, et elle l'appelait toujours « monsieur », maintenant cette distance infranchissable entre employeur et employé. « Asseyez-vous ». Il désigna la chaise en face de son bureau, attendit qu'elle s'installe avec cette posture parfaite qu'elle maintenait toujours, dos droit, mains croisées sur les genoux. « J'ai besoin que vous m'accompagniez à la soirée de gala demain soir. » Camille cligna des yeux. Une fois. C'était la seule indication qu'elle avait entendu quelque chose d'inattendu. « Comme votre invité, » précisa Antoine, et même à ses propres oreilles, cela sonnait comme un ordre, pas une demande. C'est lié au travail, une représentation professionnelle. 20h30, pavillon Dauphine, tenue de soirée exigée. Le silence qui suivit dura peut-être 5 secondes, mais parut s'étirer indéfiniment. Antoine vit quelque chose passer dans les yeux verts de Camille, quelque chose qui ressemblait à de l'humiliation, puis à de la colère, puis à une résignation glacée. Elle déglutit, et il remarqua pour la première fois le petit muscle qui tressaillait à sa mâchoire quand elle serrait les dents. « Bien sûr, monsieur », répondit-elle finalement, voix parfaitement contrôlée, professionnelle, morte. « Quelle heure dois-je arriver ? Je vous envoie une voiture. 19h45 devant chez vous. Ce ne sera pas nécessaire, je viendrai par mes propres moyens. » Il y avait quelque chose dans son ton,
une fierté blessée qu'il aurait dû percevoir, mais qu'il choisit d'ignorer, trop soulagé d'avoir résolu son problème. « Comme vous voulez, c'est tout, merci. » Camille se leva, lissa son tailleur d'un geste mécanique, se dirigea vers la porte avec ses pas mesurés habituels. Antoine était déjà en train de vérifier ses emails quand elle sortit, déjà en train de passer mentalement à la prochaine urgence de sa journée interminable. Il ne vit pas Camille s'arrêter dans les toilettes du 17e étage, s'enfermer dans une cabine et s'asseoir sur le couvercle des toilettes fermées, tremblante, humiliée, furieuse, convoquée comme un accessoire, comme une plante verte décorative qu'on déplace selon les besoins esthétiques. 4 ans de professionnalisme impeccable, de dévouement silencieux, de compétences invisibles, et voilà comment il la voyait finalement. Un objet utile, disponible, corvéable. Mais Camille Lefebvre gagnait 2200 € par mois. Son studio de 25 mètres carrés à Saint-Denis coûtait 950 € de loyer. Sa grand-mère, atteinte d'Alzheimer avancé, nécessitait 700 € de soins mensuels que la sécurité sociale ne couvrait pas entièrement. Les cours d'anglais du soir représentaient 120 € par trimestre, investissement vital pour espérer un jour évoluer professionnellement, échapper à ce rôle de secrétaire perpétuel. Elle n'avait pas les moyens de refuser, n'avait pas les moyens d'avoir de la dignité offensée, du moins pas ouvertement. Elle inspira profondément, s'essuya les yeux avant que les larmes ne coulent vraiment, recomposa son masque professionnel et retourna à son bureau. Ouvrit un nouvel onglet sur son navigateur, tapa « robe de soirée Paris pas cher », regarda les prix défiler, sentit son estomac se nouer. Le salaire du mois allait y passer, entièrement. Mais si elle devait représenter l'entreprise, si elle devait être exposée devant les investisseurs internationaux et l'ex-femme forcément parfaite d'Antoine Moreau, alors elle le ferait correctement. Pas pour lui, pour elle-même. Pour prouver qu'une fille de Saint-Denis pouvait avoir autant d'allure que n'importe quelle héritière du 16e arrondissement. Ce soir-là, Camille prit le RER D jusqu'aux Halles, marcha dans le Marais jusqu'à trouver une boutique de déstockage qu'une collègue lui avait mentionnée des mois auparavant. Fouilla les cintres avec la détermination farouche de quelqu'un qui joue sa dernière carte. Trouva une robe bleu marine, simple mais élégante, décolleté discret, tissu fluide qui tombait bien. 380 €. Elle sortit sa carte bancaire, la main tremblante, tapa son code et sentit quelque chose se briser en elle quand la transaction fut approuvée. Le vendredi 19 juillet arriva avec une chaleur écrasante qui transformait Paris en fournaise. Camille se réveilla à 6 heures du matin dans son studio de Saint-Denis, le cœur battant d'une anxiété qu'elle ne parvenait pas à nommer. Angoisse, peut-être, humiliation anticipée, certainement. La robe bleu marine pendait sur la porte de l'armoire, reproche silencieux de tout l'argent qu'elle n'avait plus. Elle rendit visite à sa grand-mère dans la maison de retraite à 8 heures, comme tous les vendredis matins. Mamie Jeanne ne la reconnut pas, l'appela Sophie, comme elle appelait maintenant tout le monde, mais sourit quand Camille lui brossa les cheveux avec douceur. « Tu es jolie, Sophie », murmura la vieille dame, et Camille sentit sa gorge se serrer. 2 ans plus tôt, sa grand-mère l'aurait encouragée, aurait insisté pour qu'elle se maquille joliment, aurait ri de cette histoire de soirée de gala comme d'une aventure merveilleuse. Maintenant, elle ne savait même plus qui était sa propre petite fille. À 15 heures, Camille prit rendez-vous dans un salon de coiffure populaire près de la gare du Nord. 60 € pour un brushing et un maquillage simple. La coiffeuse, une Marocaine bavarde nommée Fatima, détacha le chignon habituel de Camille et laissa les cheveux châtains tomber en cascade sur ses épaules. « Ma belle, tu caches tout ça sous un chignon tous les jours ?» s'exclama Fatima, passant ses doigts dans les mèches épaisses. « Quel gâchis! T'as des cheveux magnifiques !» Camille regarda son reflet dans le miroir, vit une étrangère la fixer en retour. Quand avait-elle arrêté de se voir comme une femme pour ne plus être qu'une employée? Quand avait-elle décidé que l'invisibilité était le prix de la respectabilité professionnelle? Fatima travailla pendant 1 heure, créant des ondulations souples qui encadraient le visage de Camille, appliquant un maquillage discret qui soulignait les yeux verts sans les surcharger. Mascara, eyeliner fin,
touche de blush rosé, rouge à lèvres nudes. Rien de criard, rien d'excessif. Juste assez pour révéler ce qui était déjà là. « Voilà », dit Fatima en reculant pour admirer son œuvre. « Maintenant, t'es prête à conquérir le monde. » Camille paya, laissa un pourboire qu'elle ne pouvait pas se permettre, rentra chez elle en métro, en évitant soigneusement de toucher ses cheveux. À 19h, elle enfila la robe bleu marine dans son studio exigu, ferma la fermeture éclair dans le dos avec difficulté, glissa ses pieds dans des escarpins noirs à talons de 8 cm qu'elle avait achetés en solde 3 ans auparavant et jamais portés. Chaque pas était une torture. Elle vacilla, se rattrapa au mur, jura entre ses dents. Elle commanda un VTC avec l'application, regarda le prix grimper sur l'écran, 23 € pour aller de Saint-Denis au pavillon Dauphine. 3 jours de déjeuner. Elle confirma la course, descendit les 5 étages de son immeuble, en s'agrippant à la rampe, terrifiée à l'idée de trébucher et de se casser la cheville avant même d'arriver. La voiture traversa Paris, du nord gris et populaire vers l'ouest doré et privilégié. Camille regardait la ville défiler à travers la vitre, les immeubles haussmanniens remplaçant progressivement les bars HLM, les boutiques de luxe succédant aux épiceries de quartier. 2 mondes qui coexistaient en s'ignorant soigneusement, séparés par des lignes invisibles que tout le monde comprenait sans qu'on ait besoin de les tracer. À 20h30 précise, le VTC s'arrêta devant le pavillon Dauphine. Camille inspira profondément, paya le chauffeur, ouvrit la portière. L'air du soir était doux, portant des effluves de jasmin des jardins environnants. Le bâtiment illuminé brillait, comme un écrin de lumière dorée, musique classique flottant à travers les fenêtres ouvertes, silhouettes élégantes se déplaçant à l'intérieur comme des ombres dans un tableau impressionniste. Elle descendit de la voiture, sentit immédiatement tous les regards converger vers elle, pas vers la secrétaire invisible en tailleur gris, vers la femme en robe bleu marine qui marchait vers l'entrée avec une grâce précaire sur des talons trop hauts. Antoine Moreau se tenait dans le hall d'entrée en marbre blanc, costume Tom Ford noir impeccable, chemise blanche sans col ouvert, montre Patek Philippe scintillant à son poignet. Il discutait avec 3 investisseurs allemands, hochant la tête au bon moment, souriant de son sourire professionnel calculé, l'esprit à moitié ailleurs, se demandant vaguement si Camille allait vraiment venir ou si elle allait l'appeler à la dernière minute avec une excuse polie. C'est Marcus Hoffmann, le plus âgé des investisseurs, qui s'interrompit au milieu d'une phrase, le regard fixé vers l'entrée. « Mon Dieu !» murmura-t-il en allemand. « Qui est cette créature ?» Antoine se retourna machinalement, suivit le regard de Hoffmann, et le monde s'arrêta. Camille se tenait à l'entrée du hall, illuminée par les lustres de cristal, cheveux châtains tombant en ondulations souples sur ses épaules nues, maquillage discret soulignant des yeux verts qu'il n'avait jamais vraiment vus auparavant, robe bleu marine épousant des courbes que les tailleurs informes avaient toujours cachées. Elle cherchait quelqu'un du regard, un peu perdu, un peu vulnérable, infiniment belle. Le cerveau d'Antoine mit plusieurs secondes à connecter l'information. Cette femme, c'était Camille, sa secrétaire. Camille, qu'il voyait tous les jours depuis 4 ans. Camille, qui organisait son emploi du temps, prenait ses rendez-vous, commandait son déjeuner, restait tard le soir pour finir les dossiers urgents. Camille, qu'il n'avait jamais vraiment regardé, jamais vraiment vu comme autre chose qu'une extension efficace de son bureau. Il oublia complètement ce qu'il était en train de dire aux investisseurs allemands. Oublia où il était, pourquoi il était là, oublia même son propre nom pendant un instant fulgurant de pure stupéfaction. « Antoine !» La voix de Hoffmann le ramena brutalement à la réalité. « Vous connaissez cette dame ?» Antoine déglutit, sentit sa bouche devenir étrangement sèche. « C'est mon invité. Excusez-moi. » Il traversa le hall en 10 pas qui lui parurent durer une éternité, conscient du regard de Camille qui se posait enfin sur lui, de son léger sourire nerveux, de la manière dont elle lissait machinalement sa robe, geste trahissant une anxiété qu'elle tentait de dissimuler. « Bonsoir », dit-elle quand il arriva à sa hauteur, voix polie, professionnelle, avec cette distance soigneusement maintenue. « J'espère que je ne suis pas en retard. » Antoine la regardait comme s'il la voyait pour la première fois.
Et en un sens, c'était exactement le cas. Comment avait-il pu ne pas remarquer ses yeux, ce visage, cette présence qui maintenant lui coupait littéralement le souffle? Non, réussit-il à articuler, conscient qu'il la fixait probablement de manière inappropriée. Vous êtes ponctuel, comme toujours. Quelque chose passa dans le regard de Camille. Une lueur de déception, peut-être, ou de résignation. Comme si elle s'était attendue à ce qu'il dise autre chose, et qu'elle se rappelait soudain pourquoi elle était vraiment là, pas comme invitée, comme accessoire professionnel. « Voulez-vous que je rencontre vos associés ?» demanda-t-elle, glissant immédiatement dans le rôle qu'elle pensait devoir jouer. « Non, » répondit Antoine trop vite. « Je veux dire, oui, bien sûr, mais d'abord… » Il hésita, cherchant ses mots, chose qui ne lui arrivait jamais. « Vous êtes magnifique, Camille. » Elle cligna des yeux, surprise. « Merci, monsieur Moreau. »« Antoine, » corrigea-t-il. « Ce soir, appelez-moi Antoine. » La soirée se déploya comme un rêve étrange dont Antoine n'arrivait pas à se réveiller. Il présenta Camille aux investisseurs allemands, non pas comme sa secrétaire, mais comme « mon invité », constatant avec une satisfaction trouble que Hoffman et ses collègues la dévoraient du regard. Elle conversa avec eux en anglais, un anglais hésitant mais correct, posant des questions intelligentes sur leurs projets d'expansion en Europe de l'Est, riant à leurs plaisanteries avec une grâce naturelle qui n'avait rien de forcé. Antoine l'observait, fasciné. Comment ne l'avait-il jamais entendu rire auparavant? Ce son cristallin, léger, qui semblait illuminer l'espace autour d'elle. Combien de fois avait-elle souri dans son bureau, sans qu'il le remarque, trop absorbée par ses écrans, ses emails, son monde hermétique de chiffres et de stratégies. Le pavillon Dauphine resplendissait de luxe discret, lustre de cristal projetant des prismes de lumière dorée sur les murs ornés de boiseries, table dressée avec une perfection millimétrique, argenterie étincelante, composition florale somptueuse exhalant des parfums de rose et de pivoine. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi dans un coin, musique élégante se mêlant aux murmures feutrés des conversations en 3 langues. Serveurs en livrée circulant avec des plateaux de champagne et canapés délicats. Saumon fumé sur blini, foie gras en verrine, macarons salés. Antoine prit 2 coupes de champagne cristal sur un plateau, en tendit une à Camille. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et il sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Elle but une gorgée, ferma les yeux un instant pour savourer, et il se demanda si elle avait déjà goûté du champagne, à 300 €, la bouteille auparavant. Probablement pas. Mais elle ne s'extasia pas, ne fit pas de commentaires admiratifs, simplement apprécia en silence, avec cette dignité tranquille qui la caractérisait. « Vous devez avoir faim », dit Antoine, réalisant soudain qu'il ne lui avait jamais demandé si elle avait dîné. « Le buffet est… Je vais bien », l'interrompit Camille doucement. « Merci. » Mais il vit la manière dont son regard dériva vers les tables chargées de nourriture, vit la faim qu'elle tentait de dissimuler. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé correctement? Il pensa à son salaire de 2200 €, au studio à Saint-Denis, qu'il avait vaguement noté dans son dossier d'employé, sans jamais vraiment réfléchir à ce que cela impliquait. Paris était la ville la plus chère d'Europe. Comment survivait-elle? « Venez !» dit-il, posant une main légère dans le creux de son dos, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu de la robe. « Allons au buffet. Je meurs de faim. » Mensonge. Il avait dîné 2 heures plus tôt dans son appartement de l'avenue Foch. Mais il voulait la voir manger, voulait effacer cette tension dans ses épaules, voulait qu'elle profite de cette soirée au lieu de la subir comme une corvée professionnelle. Ils se dirigèrent vers le buffet, immense table en chêne massif croulant sous les délices gastronomiques. Huîtres de Bretagne sur lit de glace, langoustines grillées au beurre d'algues, carpaccio de bœuf de Kobe, risotto aux truffes blanches, plateau de fromages affinés, desserts vertigineux sculptés comme des œuvres d'art. Camille prit une assiette, hésita devant l'abondance obscène. « Prenez ce qui vous fait plaisir », encouragea Antoine. « Tout est délicieux. » Elle se servit avec parcimonie, quelques huîtres, un peu de risotto, ignorant les plats les plus riches. Antoine remplit sa propre assiette généreusement, la guida vers une table isolée près des baies vitrées donnant sur les jardins illuminés. Ils s'assirent,
et pendant un moment, seul le cliquetis discret des couverts troubla le silence entre eux. Camille goûta une huître, ferma les yeux. « C'est incroyable, » murmura-t-elle, presque malgré elle. « Vous n'aimez pas les huîtres d'habitude? Je n'en ai jamais mangé. » Elle rougit légèrement, comme si elle venait d'admettre quelque chose d'embarrassant. « C'est ma première fois. » Antoine posa sa fourchette, la regarda vraiment. « Camille, depuis 4 ans que nous travaillons ensemble, je réalise que je ne sais rien de vous, rien de vrai. » Elle haussa les épaules, geste évasif. « Il n'y a pas grand-chose à savoir, monsieur. Antoine. Je travaille, je rentre chez moi, j'étudie, je rends visite à ma grand-mère. C'est une vie simple. Parlez-moi de votre grand-mère. » Surprise, Camille leva les yeux vers lui. Personne ne lui posait jamais de questions personnelles. Elle a 82 ans, Alzheimer avancé. Elle ne me reconnaît plus depuis 6 mois. M'appelle Sophie, le prénom de sa sœur décédée. Mais je vais la voir tous les vendredis matins, lui brosse les cheveux, lui raconte ma semaine, même si elle ne comprend pas. C'est la seule famille qui me reste. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Antoine. « Je suis désolé, ne le soyez pas. Elle a eu une belle vie. Et maintenant, c'est mon tour de prendre soin d'elle, comme elle a pris soin de moi quand mes parents sont morts. » « Vos parents ? » ?»« Accident de voiture, j'avais 9 ans. Mamie Jeanne m'a élevé seule, dans un appartement de 50 mètres carrés à Bobigny. Elle travaillait comme femme de ménage, faisait des heures supplémentaires pour payer mes fournitures scolaires, mes livres. Elle voulait que j'aie une éducation, que je devienne quelqu'un. » Camille eut un sourire triste. « J'imagine que secrétaire, ce n'est pas exactement ce qu'elle espérait. Vous êtes la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue, » dit Antoine avec intensité. « Vous gérez 100 choses à la fois, anticipez mes besoins avant que je les exprime, maintenez cette entreprise organisée de manière invisible. Vous êtes exceptionnel. Exceptionnellement invisible, vous voulez dire. » Il y avait de l'amertume dans sa voix, à peine perceptible. « C'est le but, non? Une bonne secrétaire est celle qu'on ne remarque pas. » Antoine ouvrit la bouche pour protester, mais une voix glaciale l'interrompit. « Antoine, quelle surprise de te voir accompagné. » Il se figea. Cette voix. Il avait passé 3 ans marié à cette voix, 2 ans à essayer de l'oublier. Isabelle Moreau, née Dubois, se tenait près de leur table, incarnation parfaite de l'élégance parisienne. 33 ans, robe Dior couleur ivoire, moulant un corps sculpté par des années de pilates et de nutritionniste personnel, bijoux Cartier scintillant à son cou et ses poignets, cheveux blonds coupés au carré avec cette précision millimétrique qui coûtait 500 € chez le coiffeur du Georges V. À son bras, le fameux cardiologue, beau comme un acteur de cinéma, sourire éclatant de dentiste américain. « Isabelle, » répondit Antoine d'une voix neutre. « Bonsoir. Tu ne vas pas nous présenter ?» Le regard d'Isabelle glissa vers Camille avec une curiosité carnassière. « Oh, mais attendez, c'est votre secrétaire, n'est-ce pas ? Comment s'appelle-t-elle déjà ? » « Caroline. »« Camille, » corrigea Antoine, sentant la colère monter. « Et elle est mon invitée ce soir. Comme c'est pratique. » Le sourire d'Isabelle était un scalpel enrobé de miel. Toujours aussi terre à terre, Antoine. Pourquoi perdre du temps à chercher une vraie cavalière quand on peut simplement convoquer une employée ? Camille pâlit, mais maintint son regard. « Enchanté de vous rencontrer, madame. Antoine m'a beaucoup parlé de vous. »« J'en suis certaine. » Isabelle rit, son cristallin et venimeux. « Il vous a dit que j'ai quitté parce qu'il était marié à son travail ? Que j'ai passé 3 ans à dîner seul pendant qu'il restait au bureau jusqu'à minuit ? Peut-être que vous êtes habitué, vous qui restez aussi tard. C'est plus facile de tolérer un bourreau de travail quand on est payé pour le supporter. »« Isabelle, ça suffit, » gronda Antoine, debout maintenant. Protecteur. « Camille n'a rien à voir avec notre échec conjugal, et tu le sais très bien. » « Bien sûr. » Isabelle jaugea Camille de la tête aux pieds, regard évaluant la robe modeste, les chaussures basiques, l'absence de bijoux coûteux. « Amusez-vous bien tous les deux. Mais fais attention, Antoine. Certaines personnes voient les hommes riches comme des tickets de loterie. » Elle s'éloigna au bras de son cardiologue, laissant derrière elle un silence toxique. Camille se leva brusquement. « Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » « Camille, attendez. »
Mais elle était déjà partie, marchant rapidement vers les toilettes, dos raide, dignité intacte malgré l'humiliation publique. Antoine resta seul à la table, fixant l'endroit où Camille avait disparu, la rage bouillonnant dans ses veines. Isabelle avait toujours eu ce talent, cette capacité chirurgicale à identifier la vulnérabilité d'autrui et à y planter son couteau avec précision. Pendant leur mariage, elle avait utilisé ce talent contre les rivales sociales, les épouses des associés, quiconque menaçait sa position. Maintenant, elle l'utilisait contre une femme qui ne lui avait rien fait, simplement parce qu'elle était là, au bras d'Antoine, vivante et présente d'une manière qu'Isabelle n'avait jamais su être. Il attendit 5 minutes, puis 10. Camille ne revenait pas. Antoine se leva, traversa la salle de réception, conscient des regards curieux, des murmures. Tout le monde avait assisté à la scène. Demain, les bureaux de Morotech bruisseraient de rumeurs. Il s'en fichait, enfin, presque. Il trouva Camille sur la terrasse extérieure, appuyée contre la balustrade de pierre, regardant les jardins illuminés où des lanternes japonaises projetaient des ombres dansantes sur les parterres de roses. Elle ne pleurait pas, constata-t-il avec soulagement. Simplement se tenait là, immobile, dos tourné à la fête, épaules tendues sous la robe bleu marine. « Camille, dit-il doucement en s'approchant, je suis désolé. Isabelle elle peut être cruelle. Elle a raison. » La voix de Camille était plate, sans émotion. « Je ne devrais pas être ici. C'était une erreur. Non. » Antoine se plaça à côté d'elle, s'accrouda à la balustrade, cherchant son regard qu'elle refusait obstinément de lui donner. « Elle a tort. Surtout. Je suis votre secrétaire. Vous m'avez convoqué ici comme une obligation professionnelle. » C'est exactement ce qu'elle a dit. C'est comme ça que j'ai formulé l'invitation, oui. Antoine passa une main dans ses cheveux, frustré. Et c'était stupide et irrespectueux, et je m'en excuse. Mais maintenant que vous êtes ici, maintenant que je vous vois vraiment pour la première fois... Il hésita, cherchant les mots justes. Ce n'est plus du tout ce que je ressens. Camille se tourna enfin vers lui, yeux verts brillants dans la lumière tamisée. Et qu'est-ce que vous ressentez, exactement? Bonne question. Antoine Moreau, qui passait sa vie à analyser des données, à prendre des décisions stratégiques basées sur des faits mesurables, se retrouvait incapable de quantifier ce qui se passait dans sa poitrine. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Mais quand vous êtes entré ce soir et que je vous ai vu, vraiment vu, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un sommeil de 4 ans. Vous étiez là tous les jours et je ne vous regardais pas, je ne vous voyais pas. Et maintenant, je ne peux plus faire autrement. Parce que j'ai mis une robe et du maquillage, il y avait de l'amertume dans sa voix. Parce que je ressemble enfin à quelqu'un de votre monde? Non, parce que pour la première fois, je me suis arrêté assez longtemps pour vraiment vous voir. Et je réalise que pendant 4 ans, j'ai pris pour acquis la personne la plus remarquable de mon entourage. » Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. La musique du quatuor à cordes dérivait jusqu'à eux. Mélodie douce et mélancolique. Des rires étouffés venaient de l'intérieur, tintements de cristal, vie mondaine qui continuait sans eux. « Je devrais rentrer, » dit finalement Camille. « C'était une belle soirée, mais je crois que j'ai rempli mon rôle. »« Non, » dit Antoine impulsivement. « Pas encore. Dansez avec moi. »« Quoi ? Une danse, juste une. » Il lui tendit la main, paume ouverte, offrande. « S'il vous plaît. » Camille regarda sa main comme si c'était un piège, et peut-être que c'en était un. Peut-être que tout ceci était une illusion dangereuse, un rêve éveillé qui se terminerait en désastre lundi matin quand ils retourneraient à leurs rôles habituels, patron et secrétaire, séparés par un gouffre infranchissable de pouvoir et d'argent. Mais la musique était belle, et la nuit était douce, et pendant 4 ans elle avait été invisible, et maintenant... Pour quelques heures encore, elle existait. Elle posa sa main dans la sienne. Antoine la guida vers une partie plus isolée de la terrasse, là où les ombres étaient plus épaisses, et les regards curieux ne pouvaient les suivre. Il plaça une main dans le creux de son dos, sentit la chaleur de sa peau à travers le tissu, prit son autre main dans la sienne. Camille posa sa main libre sur son épaule, hésitante, et ils commencèrent à danser. Elle était raide au début, maladroite sur ses talons trop hauts, clairement peu habituée à danser ainsi. Antoine la guida doucement,
petits pas lents qui ne nécessitaient pas de technique, juste de la présence. Progressivement, elle se détendit, s'appuya légèrement contre lui, et il sentit son parfum, quelque chose de floral et délicat, pas un parfum de luxe, mais quelque chose de sincère, de personnel. « Qu'est-ce que vous étudiez le soir ?» demanda-t-il soudain, voulant tout savoir, tout comprendre. « L'anglais commercial et des cours en ligne de gestion de projet. Je veux évoluer. Pas rester secrétaire toute ma vie. » Elle hésita. « Pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être secrétaire, c'est juste que j'ai un diplôme en administration d'entreprise que je n'utilise jamais. » « Vous avez un diplôme en administration ?» Antoine était choqué. « Je ne le savais pas. Vous ne m'avez jamais demandé mon CV complet. Vous aviez besoin d'une secrétaire compétente. Je correspondais au profil. Vous m'avez engagé. C'est tout. Pourquoi n'avez-vous jamais postulé pour un autre poste dans l'entreprise ?» Camille lui lança un regard incrédule. « Vous pensez vraiment qu'on me prendrait au sérieux? La secrétaire du CEO qui veut grimper les échelons? Tout le monde penserait que c'est du favoritisme, que j'utilise ma position pour obtenir des avantages. Mon CV ne compterait pas, juste les rumeurs. » Antoine réalisa avec une clarté douloureuse qu'elle avait raison. Le monde corporatif était impitoyable avec les femmes en position d'assistanat. Elles étaient soit invisibles, soit suspectées de manipulation. Il n'y avait pas de zone grise, pas d'espace pour l'ambition légitime. « Je suis désolé, » dit-il. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais réfléchi à... » « Personne ne réfléchit, » l'interrompit Camille doucement. « C'est normal. Les gens comme vous vivent dans un monde différent. Et ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. » Ils dansèrent en silence pendant quelques minutes encore, musique enveloppant leur bulle d'intimité fragile. Antoine regarda Camille, vraiment la regarda. Les cils épais qui projetaient des ombres sur ses joues, la courbe de sa mâchoire, la manière dont ses lèvres se pinçaient légèrement quand elle réfléchissait. Comment avait-il pu ne pas remarquer tout cela? Comment avait-il pu la réduire à une fonction, à un rôle, alors qu'elle était une personne complexe, intelligente, drôle, résiliente? Et c'est à ce moment précis, sur cette terrasse du pavillon Dauphine, avec Camille dans ses bras et les étoiles au-dessus d'eux, qu'Antoine Moreau comprit une vérité qui le terrifiait. Il était amoureux. Pas d'une idée, pas d'une image, mais de cette femme réelle, avec son histoire douloureuse et ses rêves enfouis, et sa dignité farouche. Amoureux peut-être depuis longtemps, depuis toujours, mais trop aveugle, trop absorbé par lui-même pour le voir. La chanson se termina. Ils s'arrêtèrent de danser mais ne se lâchèrent pas immédiatement. Restèrent là, proches, respiration synchronisée, regardant l'autre avec une intensité nouvelle. « Camille, » murmura Antoine. « Ne le dites pas, » l'interrompit-elle rapidement. « S'il vous plaît, pas ce soir est spécial. Mais lundi, nous retournerons au bureau, et tout redeviendra comme avant. Ça doit redevenir comme avant. » Et si je ne veux pas que ça redevienne comme avant, elle sourit tristement. Ce n'est pas à vous de décider, c'est moi qui ai tout à perdre. Elle se détacha de lui, fit un pas en arrière, brisa le charme. Merci pour cette soirée, Antoine. Sincèrement, ce sera un beau souvenir. Mais maintenant, je dois vraiment rentrer. Cette fois, il ne tenta pas de la retenir. La regarda appeler un VTC sur son téléphone, la raccompagna jusqu'à l'entrée. Vit la voiture l'emmener vers le nord de Paris, vers son monde à elle, loin de cette bulle de luxe temporaire. Resta là longtemps après que les feux arrière eurent disparu dans la nuit, sentant quelque chose de fondamental se fracturer dans sa poitrine. Le lundi matin arriva avec la brutalité d'une sentence. Antoine était dans son bureau à 7h30, 1 heure avant tout le monde, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à Camille. Le week-end avait été une torture lente. Samedi, il avait tenté de travailler, fixer son ordinateur pendant des heures, sans rien produire d'utile. L'esprit ailleurs, toujours sur cette terrasse, toujours dans cette danse. Dimanche, il avait marché sans but dans Paris, traversé le Marais, longé la Seine, fini devant un immeuble miteux de Saint-Denis, dont il ne connaissait même pas l'adresse exacte, se sentant pathétique et obsédé. À 8 heures, les premiers employés commencèrent à arriver.
Antoine les observa à travers la paroi de verre de son bureau, cherchant une silhouette familière. À 8h15, Camille sortit de l'ascenseur. Tailleur gris anthracite, chignon sévère, visage neutre. Comme si vendredi soir n'avait jamais existé. Elle s'installa à son bureau sans regarder vers son bureau à lui, alluma son ordinateur, commença à taper avec cette efficacité mécanique qu'il connaissait si bien. Antoine attendit 10 minutes, 20, puis pressa l'interphone. « Camille, pourriez-vous venir, s'il vous plaît ?» Elle entra 30 secondes plus tard, carnet en main, masque professionnel parfaitement en place. Monsieur Moreau, ce monsieur, était comme une gifle. « Antoine, corrigea-t-il, vendredi soir, vous m'appeliez Antoine. Vendredi soir était une situation exceptionnelle, monsieur. Nous sommes lundi, au bureau. Camille, nous devons parler de... » « Il n'y a rien à discuter, l'interrompit-elle avec douceur mais fermeté. Vous aviez besoin d'une cavalière, je vous ai accompagné, c'était une soirée agréable, c'est tout. Maintenant, vous avez une réunion avec les développeurs à 9h, un déjeuner avec l'équipe marketing à 12h30, et Monsieur Hoffman a appelé ce matin. Il souhaite vous parler. Dois-je le rappeler? Antoine la regarda, impuissant. Elle avait érigé un mur de verre entre eux, transparent mais infranchissable. Déjeuner avec moi. Je ne peux pas, j'ai des courses à faire. Un café alors, 15 minutes. Je suis très occupé aujourd'hui, monsieur Moreau. Elle soutenait son regard sans ciller, yeux verts devenus opaques. Si c'est tout, je retourne à mon bureau. Elle sortit avant qu'il puisse protester, referma la porte avec un clic définitif. Antoine donna un coup de poing sur son bureau. Frustration explosive. Comment était-ce possible? Vendredi, ils avaient partagé quelque chose de réel, de profond. Et maintenant, elle le traitait comme un étranger. Mais au fil de la journée, Antoine commença à comprendre. Il voyait les regards, entendait les murmures qui s'arrêtaient brusquement quand il passait. 2 développeurs qui ricanaient en regardant vers le bureau de Camille. Des secrétaires des autres départements qui la fixaient avec une hostilité à peine voilée. À la machine à café, il surprit une conversation. « Tu as vu sa robe sur les photos? Qui elle essaie d'impressionner? C'est évident, non? Elle vise la promotion horizontale. 4 ans à jouer la discrète, et maintenant, elle montre son jeu. Classique. » Antoine s'éclaircit la gorge bruyamment. Les 2 femmes sursautèrent, rougirent, s'éclipsèrent rapidement. Mais le mal était fait. Il comprenait maintenant pourquoi Camille maintenait cette distance glaciale. Chaque sourire qu'elle lui adressait serait interprété comme de la manipulation. Chaque conversation privée deviendrait une rumeur salace. Elle protégeait sa réputation, les 4 années de professionnalisme impeccable qu'elle avait construites pierre par pierre. Les jours suivants furent une torture raffinée. Antoine essayait de trouver des prétextes pour interagir avec Camille, au-delà du strict nécessaire professionnel. Elle esquivait chaque tentative avec une habileté frustrante. Il suggérait des réunions en tête-à-tête, elle insistait pour inclure d'autres personnes. Il proposait de travailler tard sur un dossier, elle trouvait des raisons de partir à 18h pile. Il tentait des conversations personnelles, elle répondait en monosyllabes, avant de détourner vers des sujets professionnels. Le jeudi, 2 semaines après la soirée de gala, Antoine arriva à 8h pour trouver une enveloppe blanche sur son bureau. Écriture soignée de Camille, sur le devant, « Monsieur Antoine Moreau, personnel et confidentiel ». Son estomac se noua. Il décacheta l'enveloppe avec des mains tremblantes. Lettre de démission. Préavis de 2 semaines. Formulation polie et professionnelle qui ne laissait transparaître aucune émotion. Suite à mûre réflexion, j'ai décidé de poursuivre ma carrière ailleurs. Je vous remercie pour les opportunités professionnelles offertes durant ces 4 années. Antoine froissa la lettre, la défroissa, la relut. Non, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas la laisser partir comme ça, pas sans se battre, pas sans au moins essayer. Il sortit de son bureau, traversa l'espace ouvert, où 50 employés levèrent les yeux de leurs écrans, surpris de le voir se diriger vers le bureau de Camille. Elle était au téléphone, prit des notes, leva les yeux vers lui avec une expression neutre. Il attendit qu'elle termine l'appel, conscient de tous les regards braqués sur eux. « Mon bureau, maintenant ?» dit-il d'un ton qui n'admettait pas de refus. Camille le suivit, dos droit, visage impassible.
Dès qu'ils furent à l'intérieur et que la porte fut fermée, Antoine brandit la lettre. « C'est quoi, ça ? Vous savez lire, monsieur Moreau. Ne faites pas ça, ne partez pas. Je dois partir. » Pour la première fois depuis 2 semaines, le masque de Camille se fissura légèrement. Ses yeux brillaient, mais elle refusait de pleurer. « Les gens parlent. Ils disent que je me sers de vous, que j'ai toujours eu des intentions cachées, que je suis une opportuniste. Hier, quelqu'un a laissé un post-it sur mon bureau avec écrit « Attention chercheuse d'or, je ne peux pas travailler dans ces conditions, je ne peux pas. Je vais virer ceux qui propagent ces rumeurs. »« Non !» s'exclama Camille avec véhémence. « Ça ne ferait qu'empirer les choses. Ça prouverait que je vous manipule, que vous me protégez de manière inappropriée. Ne comprenez-vous pas ? Je ne peux pas gagner. Si je reste, je suis l'opportuniste qui couche avec le patron. Si je pars, je suis celle qui s'est fait jeter après avoir essayé. Mais au moins, si je pars, je contrôle le récit. Je quitte par choix professionnel, dignité intacte. »« Mais c'est injuste, » protesta Antoine voix rauque. « C'est la vie. » Camille se tenait devant lui, robe noire simple, cardigan gris, tout en elle criant l'envie de disparaître. « J'ai passé 4 ans à construire ma réputation. Je ne laisserai pas une nuit détruire tout ça. Même si cette nuit était la plus belle de ma vie. » L'aveu la tua. Antoine le vit dans la manière dont elle ferma brièvement les yeux, comme si elle regrettait déjà d'avoir dit ces mots à voix haute. « Camille, » murmura-t-il, faisant un pas vers elle. « S'il vous plaît, il doit y avoir une solution. Je ne peux pas vous laisser partir. Je ne veux pas vous laisser partir. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, et sa voix se brisa légèrement. « Pourquoi maintenant, Antoine ? Pendant 4 ans, j'étais invisible. J'organisais votre vie, anticipais vos besoins, restais tard pour finir vos dossiers. J'étais là, toujours là, et vous ne m'avez jamais vu, pas une seule fois. Et maintenant que je mets une robe et du maquillage pour une soirée, soudainement je compte. C'est ça qui vous a fallu? Une transformation superficielle? » ?»« Non, » dit Antoine avec intensité. « Ce n'était pas la robe. C'était le fait que pour la première fois en 4 ans, je me suis arrêté. J'ai ralenti assez longtemps pour vraiment regarder, et j'ai vu la femme extraordinaire qui avait toujours été là, que j'avais pris pour acquise, parce que j'étais trop stupide, trop absorbé, trop aveugle pour voir ce qui était évident. Je suis tombé amoureux de vous, Camille. Peut-être que je l'ai toujours été, mais je ne le savais pas. » Le silence qui suivit fut absolu. Camille le regardait comme si elle venait de le voir pour la première fois, elle aussi. « Vous ne pouvez pas dire ça, » murmura-t-elle finalement. « Vous êtes mon patron, vous avez tout le pouvoir. Je ne peux même pas savoir si mes sentiments sont réels ou juste le résultat de 4 ans de dynamique de pouvoir. Et si je vous enlevais ce doute ?» Camille fronça les sourcils, confuse. « Comment ?» Antoine passa une main dans ses cheveux, geste nerveux qu'elle ne lui avait jamais vu faire. Il était toujours si composé, si maître de lui. Mais là, il semblait vulnérable, presque désespéré. « Ne revenez pas comme secrétaire, » dit-il rapidement, comme s'il avait peur de perdre son courage. « Revenez comme cadre, gérante de projets spéciaux. C'est un poste réel que je dois créer de toute façon. Nous en avons besoin avec l'expansion. Salaire de 4 100 €, équipe de 8 personnes sous votre responsabilité, bureau propre au 15e étage. Vous avez un diplôme en administration, 4 ans d'expérience interne. Vous connaissez l'entreprise mieux que quiconque. C'est une promotion par mérite, pas par faveur. » Camille secoua la tête, incrédule. « Les gens ne verront jamais ça comme du mérite. Ils diront que je vous ai séduit pour obtenir une promotion. Peut-être au début, mais vous leur prouverez qu'ils ont tort. Vous êtes brillante, Camille. Donnez-vous une chance de le montrer. Et plus important encore. » Il hésita, puis continua avec détermination. « Je ferai rédiger un contrat par des avocats indépendants. Un contrat qui stipule que si jamais notre relation personnelle se termine, votre position professionnelle est protégée. Je ne pourrai pas vous licencier, ne pourrai pas interférer avec votre travail, ne pourrai pas utiliser mon pouvoir contre vous. Garantie légale complète. Vous serez protégé, quoi qu'il arrive. » Camille le regardait comme s'il avait perdu la raison. « Vous êtes prêt à vous désarmer légalement? À vous mettre en position de vulnérabilité? Pourquoi feriez-vous ça? » Parce que vous avez raison. Il y a un déséquilibre de pouvoir entre nous. Tant qu'il existera,
vous ne pourrez jamais être sûr de vos propres sentiments. Vous vous demanderez toujours si c'est réel ou si c'est juste la dynamique patron-employé. Alors, j'élimine ce déséquilibre. Je vous donne un poste égal, des protections légales, une indépendance réelle. Et ensuite, si vous décidez de me donner une chance, ce sera un choix libre, pas une décision forcée par les circonstances. Les larmes que Camille avait retenues depuis 2 semaines commencèrent à couler, silencieuses, traçant des chemins brillants sur ses joues. « Vous êtes fou, » murmura-t-elle, « complètement fou. »« Pour vous, oui. » Antoine fit un pas vers elle, leva une main pour essuyer doucement une larme avec son pouce. « Camille, je ne peux pas promettre que ce sera facile. Les gens parleront, certains seront méchants, mais je peux promettre que je me battrai pour vous, que je vous défendrai, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger. Et si ça ne marche pas entre nous, si vous réalisez dans 6 mois ou 1 an que vous ne ressentez rien, alors au moins vous aurez un poste que vous méritez, une carrière qui avance, et des protections légales qui vous permettront de rester sans crainte. Et si ça marche ? Demanda Camille, voix tremblante. Si je ressens la même chose que vous, si je tombe amoureuse pour de vrai, alors on construit quelque chose ensemble, partenaires égaux dans le travail et dans la vie. Camille ferma les yeux, respira profondément. Antoine voyait le conflit sur son visage, la guerre entre l'espoir et la peur, entre le rêve et le pragmatisme. Il attendit, cœur battant violemment, conscient que tout son futur dépendait de ce moment. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir. C'est énorme ce que vous proposez. Prenez tout le temps nécessaire, mais s'il vous plaît, ne partez pas. Pas encore. » Camille hocha la tête lentement. « Je vais retirer ma démission, temporairement, le temps de décider. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Antoine s'accrocha à cet espoir fragile comme un homme qui se noie s'accroche à une bouée. Les 3 jours suivants furent suspendus dans un étrange limbe. Camille évitait toujours Antoine, mais différemment maintenant. Pas avec froideur professionnelle, mais avec une incertitude palpable. Il la voyait le regarder parfois à travers la paroi de verre, expression indéchiffrable, puis détourner rapidement les yeux quand il la surprenait. Le vendredi, dernier jour de ce qui aurait dû être son préavis, Antoine annula sa réunion la plus importante de l'année. Un contrat de 3 500 000 € avec un consortium allemand. Négociation cruciale qu'il préparait depuis 6 mois. Mais rien de tout cela n'avait d'importance si Camille partait. Rien n'avait d'importance du tout. Il monta sur le toit terrasse du bâtiment de la Défense, cet espace peu connu, au 25e étage, où personne n'allait jamais. Paris s'étendait à l'infini sous le ciel gris de juillet, cette ville magnifique et impitoyable, qui contenait tant de rêves et tant de désillusions. Il s'appuya contre le parapet, regarda les voitures minuscules circuler en bas, les gens comme des fourmis vaquant à leur vie dont ils ne savaient rien. « Je pensais vous trouver ici. » Antoine se retourna. Camille se tenait près de la porte, cheveux détachés pour la première fois depuis la soirée de gala, flottant dans le vent léger. Elle portait une robe simple, pas son tailleur habituel, et il réalisa que c'était son dernier jour officiel, qu'elle avait peut-être déjà vidé son bureau. « Comment saviez-vous que je serais là ?» demanda-t-il. « 4 ans à organiser votre emploi du temps. Je connais vos habitudes. Quand vous êtes stressé, vous venez ici. Pas souvent, mais parfois. Vous pensiez que personne ne savait. » Elle s'approcha, se tint à côté de lui face à la ville. « Vous avez manqué votre réunion avec les Allemands. »« Oui, 3,5 millions d'euros. Ça ne compte pas. » Camille tourna la tête vers lui. « Depuis quand l'argent ne compte pas pour vous ? Depuis que j'ai réalisé que j'ai passé 35 ans à poursuivre le succès professionnel en pensant que ça remplirait le vide, que ça me rendrait heureux, mais je ne l'étais pas, je ne le suis jamais. Mon mariage a échoué parce que je n'étais jamais présent. Mes amitiés sont superficielles parce que je ne laisse personne s'approcher vraiment. J'ai construit un empire et je n'ai personne avec qui le partager. » Il la regarda intensément. « Et puis pendant une soirée, j'ai dansé avec vous et j'ai compris ce qui manquait. Pas le succès, la connexion, pas les millions, la présence. Vous m'avez fait comprendre ça. »« Je n'ai rien fait, » protesta Camille doucement. « Vous existez, c'est suffisant. » Antoine prit une grande inspiration.
J'ai fait préparer le contrat dont je vous ai parlé. Par le cabinet Durand et Associés, il ne travaille pas pour Morotech, donc complètement indépendant. Protection complète pour vous. Je l'ai signé hier. Il ne manque que votre signature. Vous l'avez déjà signé, sans même savoir si j'allais accepter? C'était le seul moyen de vous prouver que je suis sérieux, que ce n'est pas une manipulation, pas un jeu. Il sortit une enveloppe de sa poche intérieure, la lui tendit. Lisez-le. Faites-le vérifier par votre propre avocat si vous voulez. Vous verrez que tout ce que j'ai promis est là, noir sur blanc. Camille prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, l'ouvrit, parcourut les pages denses de jargon juridique. Antoine voyait ses yeux s'élargir progressivement au fur et à mesure qu'elle lisait, comprenant l'étendue de ce qu'il avait fait. Il s'était essentiellement désarmé, avait créé une situation où elle détenait tout le pouvoir. Si elle voulait, elle pouvait le détruire professionnellement. Le contrat garantissait son emploi même en cas de rupture conflictuelle, l'empêchait légalement de la licencier ou de lui nuire professionnellement, lui donnait des recours juridiques massifs en cas de violation. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin, voix brisée. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous vous mettez en danger. Je pourrais abuser de ça. Vous ne le ferez pas. Je vous connais, Camille. 4 ans, rappelez-vous? J'étais aveugle à beaucoup de choses, mais je voyais votre caractère. Votre intégrité, votre honnêteté. Vous ne profiteriez jamais de quelqu'un, même si vous en aviez les moyens. » Il fit un pas vers elle. « Alors, quelle est votre réponse ?» Camille tenait le contrat contre sa poitrine, regardait Antoine comme si elle le voyait pour la première fois. Le vent sur le toit terrasse faisait voler ses cheveux, et Paris bruissait 25 étages plus bas, indifférente à ce moment qui changeait 2 vies. « Oui », murmura-t-elle. « Ma réponse est oui. » Antoine sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. Quelque chose entre le soulagement et la joie pure. Il voulut la prendre dans ses bras, mais se retint, incertain des limites, encore conscient de tout ce qui les séparait. Ce fut Camille qui combla la distance. Elle posa le contrat sur le parapet, fit 2 pas vers lui et l'embrassa. Un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus profond, 4 ans de non-dit et 2 semaines de torture se déversant dans ce contact. Antoine l'enlaça, sentit son corps mince contre le sien, son parfum floral, sa chaleur. C'était comme rentrer à la maison après un long exil. Quand ils se séparèrent, Camille riait et pleurait en même temps. « On est complètement fou, dit-elle. Tu réalises ça, non? Complètement, acquiesça Antoine, utilisant le tutoiement pour la première fois. Mais je préfère être fou avec toi que raisonnable et seul. Les semaines qui suivirent furent difficiles, exactement comme Antoine l'avait prédit. Camille démarra dans son nouveau poste de gérante de projets spéciaux, bureau au 15e étage, équipe de 8 personnes dont la plupart la regardaient avec suspicion. Les rumeurs explosèrent, venimeuses et persistantes. La secrétaire qui avait séduit le patron pour grimper les échelons, l'opportuniste qui jouait la comédie depuis 4 ans. Les commentaires fusaient dans les couloirs, sur les messageries internes, lors des pauses café. Mais Camille fit ce qu'elle avait toujours fait. Travailler. Elle arrivait à 7h30, partait rarement avant 19h, se plongeait dans le projet qu'on lui avait confié avec une détermination féroce. Développement d'un nouveau système d'attendimentos aux clients, interface plus intuitive, temps de réponse réduit, satisfaction utilisateur optimisée. Elle organisait des réunions méthodiques, déléguait avec intelligence, résolvait les problèmes avec créativité. Lentement, très lentement, son équipe commença à la respecter, pas par sympathie, mais par compétence pure. Antoine, de son côté, apprit quelque chose de nouveau, le compromis. Il ne pouvait plus rester au bureau jusqu'à minuit. Camille refusait de dîner avec lui, si c'était après 21h. « Tu as construit ton entreprise », lui disait-elle fermement. « Maintenant, construis une vie. » Il commença à déléguer, à faire confiance à ses cadres, à accepter que tout ne reposait pas sur ses épaules. C'était terrifiant au début, puis libérateur. Il se voyait en dehors du bureau, toujours discrètement les premiers mois. Dîner dans des petits restaurants de quartier loin de la Défense, promenade le long du canal Saint-Martin, soirée simple chez l'un ou l'autre, à regarder des films. Antoine découvrit le studio de 25 mètres carrés de Camille à Saint-Denis, modeste mais impeccablement tenu, rempli de livres et de plantes vertes.
Elle découvrit son appartement de 150 mètres carrés avenue Foch, luxueux mais étrangement vide, comme un décor de magazine sans âme réelle. « Tu as besoin de couleurs », dit-elle, en regardant les murs blancs immaculés, le mobilier design noir et chrome, et de photos, de souvenirs, de vie. Ils commencèrent à remplir les espaces vides ensemble. Une affiche encadrée d'un film qu'ils aimaient tous les deux. Des coussins colorés sur le canapé minimaliste. Des photos d'eux lors d'un week-end à Deauville, riant sur la plage, cheveux au vent, heureux d'une manière simple et vraie. 6 mois après le début de leur relation, le projet de Camille fut implémenté. Le nouveau système d'attendimento client réduisit le temps de réponse moyen de 40%, augmenta la satisfaction utilisateur de 35%, devint un case study que Morotech utilisait pour attirer de nouveaux clients. Lors de la présentation trimestrielle devant tous les cadres, Camille exposa les résultats avec une assurance tranquille, répondit aux questions techniques avec précision, récolta des applaudissements sincères. Après la réunion, Thomas Mercier, le directeur des opérations qui avait été l'un des plus sceptiques, s'approcha d'elle. « Je me suis trompé sur vous, » dit-il simplement. « Vous avez gagné votre place ici. Respect. » Camille sourit, sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de tout le monde, mais savoir que son travail parlait pour elle, que ses résultats effaçaient les rumeurs, c'était une victoire douce. 8 mois après la soirée de gala qui avait tout changé, la nouvelle édition annuelle approchait. Cette fois au Shangri-La Paris, encore plus prestigieux que le pavillon Dauphine. Antoine reçut l'invitation gravée. La montra à Camille lors d'un dîner chez lui. « Tu veux m'accompagner » demanda-t-il, un sourire en coin. En tant qu'invité cette fois, pas comme obligation professionnelle. Camille rit, ce rire cristallin qu'il ne se lassait jamais d'entendre. « Je ne sais pas. Tu vas me convoquer officiellement par email professionnel ?»« Jamais. » Il se pencha, l'embrassa doucement. « Je te demande comme ton petit ami qui t'aime, et qui, accessoirement, est aussi ton collègue. Dans ce cas, j'accepte. » Le soir de la soirée, Camille arriva chez Antoine à 19h. Elle portait une robe rouge sang, simple mais élégante, cheveux relevés en un chignon souple, maquillage discret, magnifique comme toujours. Mais ce n'était plus la transformation qui surprenait Antoine. C'était la constance, la voir chaque jour et découvrir de nouvelles facettes, de nouvelles profondeurs, tomber un peu plus amoureux chaque matin. Ils arrivèrent ensemble au Shangri-La, main dans la main. Les regards convergèrent, évidemment. Certains curieux, d'autres désapprobateurs, quelques-uns franchement hostiles. Isabelle était là aussi, au bras d'un nouveau compagnon. Elle les regarda avec une surprise mal dissimulée. « Elle dure, celle-là », murmura-t-elle assez fort pour être entendue. « Je ne pensais pas que tu tiendrais 8 mois avec une roturière, Antoine. » Antoine se tourna vers son ex-femme, la regarda calmement. « Camille est ma partenaire. Dans tous les sens du terme. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Alors merci pour le divorce. C'était le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. » Il entraîna Camille plus loin, la sentit trembler légèrement contre lui. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle. Et c'était vrai. Les mots d'Isabelle ne pouvaient plus l'atteindre. Elle avait prouvé sa valeur, à elle-même, à l'entreprise, au monde. « Je vais très bien. » Ils dansèrent cette nuit-là, comme ils avaient dansé 8 mois auparavant. Mais tout était différent maintenant. Plus de tension, plus de peur, plus de doute. Juste 2 personnes qui avaient choisi de construire quelque chose ensemble, malgré les obstacles, qui avaient transformé un moment d'aveuglement en opportunité de croissance. 2 semaines plus tard, un dimanche matin, Antoine et Camille étaient au marché de Saint-Denis. Celui près de l'ancien studio de Camille. Elle avait déménagé chez lui 3 mois auparavant, mais gardait une tendresse pour ce quartier. Ils achetèrent des légumes, des fromages, du pain frais, riant des tentatives d'Antoine pour négocier les prix comme le faisaient les habitués. Une vieille dame, Madame Konaté, qui tenait un stand d'épices, souriait en les regardant. « Vous faites un beau couple, » dit-elle en emballant du curcuma et du gingembre. « On voit que c'est vrai. »« Merci. » répondit Camille, serrant la main d'Antoine. Ils rentrèrent à pied jusqu'à l'avenue Foch, trajet absurde de 2 heures à travers Paris, mais ils avaient du temps, ils avaient l'un l'autre,
et la ville était belle sous le soleil d'automne. Dans le sac de course, les légumes du marché côtoyaient le contrat d'achat d'une maison à Fontainebleau qu'ils avaient signé la veille, un endroit où s'échapper les week-ends, construire des souvenirs loin du tumulte corporatif. Et là, marchant dans les rues de Paris avec des sacs de course et des projets d'avenir, Antoine comprit que c'était ça, la richesse véritable. Pas les millions sur son compte en banque, pas l'entreprise qui valait désormais 22 millions d'euros, pas l'appartement prestigieux ou la voiture de luxe. C'était Camille riant à ses côtés, c'était le poids des légumes frais dans ses bras. C'était savoir qu'il rentrait vers un endroit qui était enfin un foyer et pas juste une adresse. C'était avoir été aveugle pendant 4 ans et avoir eu la chance incroyable d'ouvrir les yeux à temps. Pas grâce à une robe ou à un maquillage, mais grâce à un moment de présence réelle, grâce à avoir enfin ralenti assez longtemps pour voir ce qui avait toujours été là, attendant d'être remarqué, prouvant que parfois la personne qu'on cherche partout se tient juste devant nous, patiente, jusqu'à ce qu'on soit enfin prêt à vraiment regarder. F.